Et si la plus longue guerre de l'histoire de France avait commencé, non pas par une invasion, mais par une question de sang? En 1328, le trône de France est vide. Les héritiers directs sont morts. L'Europe retient son souffle. 2 hommes, 2 prétendants, 2 lignées et une seule couronne. L'un est un prince français, l'autre un roi anglais assoiffé de pouvoir. Et c'est dans ce fracas des ambitions que naît un conflit de 100 ans. Bienvenue dans le règne troublé de Philippe VI de Valois, un roi choisi par la noblesse, mais poursuivi par le destin. La couronne orpheline, un trône sans héritier, 1328. Le vent d'hiver s'engouffre dans les couloirs glacés du château de Vincennes. Le roi de France, Charles IV dit « Le Bel », s'éteint dans la nuit du 1er février 1328, sans fils, sans héritier mâle direct. Une page se tourne. Et avec elle, 3 siècles de règne capétien direct prennent fin dans un silence pesant. Le royaume est orphelin. Mais la mort du roi n'est pas seulement une perte humaine, c'est une crise dynastique d'une ampleur inédite. Car une seule question brûle les lèvres de toute l'Europe. Qui montera désormais sur le trône de France? Le sang royal ne s'est pas évaporé. Il coule encore dans les veines de plusieurs prétendants. Et l'un d'eux, peut-être le plus surprenant, porte une couronne étrangère. Édouard III d'Angleterre, jeune roi de 15 ans, fils d'Isabelle de France, sœur du défunt Charles IV, et donc petit-fils de Philippe IV le Bel. Pour Édouard, l'affaire semble claire. Sa mère étant fille de roi, il est l'héritier légitime de la couronne française. Mais à Paris, les juristes du royaume invoquent une antique règle franque, la loi salique. Celle-ci interdit aux femmes de transmettre la couronne. Ainsi, Isabelle est écartée. Et avec elle, son fils. Le trône vacille, les nobles s'agitent, les alliances se préparent dans l'ombre. Au cœur de cette tempête politique, un autre homme se détache peu à peu, Philippe de Valois, fils de Charles de Valois, frère cadet de Philippe IV le Bel. Il est cousin germain du roi défunt, de sang français pur, et surtout, présent physiquement dans le royaume. Le choix se dessine, mais il n'est pas sans risque. Car en écartant Édouard III, on humilie un roi puissant, jeune, et bientôt avide de vengeance. En mai 1328, les pairs de France se réunissent à Notre-Dame. La tension est palpable. Les portes se ferment. L'encens se mêle au murmure des décisions secrètes. Et au terme de ce conclave politique, Philippe de Valois est désigné roi de France. Il est sacré à Reims le 29 mai, sous les acclamations contenues et les regards méfiants. Un roi est choisi. Mais un ennemi est né. Car dans les brumes de l'Angleterre, Édouard III, écarté, ruminera longuement son humiliation. Et de cette blessure, jaillira bientôt l'une des plus longues guerres de l'histoire. À peine la couronne posée sur sa tête, Philippe VI doit faire face à sa première épreuve. Le trône est encore tiède que la révolte éclate déjà, au nord, en Flandre. Les tisserands de Bruges, les artisans de Ypres, les bourgeois de Courtrai, tous s'élèvent contre leur compte, qu'ils jugent trop favorable au roi de France. Cette Flandre rebelle, riche et turbulente, est un baril de poudre. Et les premières étincelles ne tardent pas. Les insurgés, conduits par un certain Nicolas Hannequin, un homme du peuple devenu chef de guerre, s'emparent de plusieurs villes flamandes. Ils rêvent d'indépendance, d'un État libre, affranchi du joug royal. Une hérésie pour un roi nouvellement couronné. Philippe comprend que son autorité vacille avant même d'avoir été consolidée. Il ne peut laisser passer cette insulte. Il doit frapper vite, et frapper fort. En août 1328, il lève une armée immense, composée de chevaliers prestigieux, de mercenaires aguerris, et même d'arbalétriers génois. Tous les regards sont tournés vers le nord, vers la petite ville de Cassel, où s'est retranchée l'insurrection. Ce 23 août, le soleil brûle les plaines flamandes. Les troupes du roi avancent lourdement, confiantes. En face, les milices flamandes, armées de piques et de faucilles, les attendent. Les chroniques racontent que la bataille est d'une violence inouïe. Les paysans, croyant surprendre l'armée royale par une attaque de nuit, tombent dans une embuscade savamment orchestrée par Philippe lui-même. Le champ de bataille se transforme en massacre. Les insurgés sont pris en tenailles, taillés en pièces par la cavalerie française. Les cris, la boue, le sang, le chaos total. Cassel devient le tombeau des espoirs flamands. Mais derrière la victoire, un message politique est gravé au fer rouge. Celui qui défie le roi de France paiera le prix du sang. Le peuple tremble, la noblesse applaudit. Philippe, lui, se dresse comme un roi de guerre, un roi de fer. Il vient de faire taire une province rebelle. Mais ailleurs, bien plus au sud, un roi humilié prend des notes, rassemble ses forces et attend son heure. La guerre de Flandre est terminée. Mais celle de la Guyenne ne fait que commencer. Le calme n'aura été qu'un mirage. À peine la poussière des sabots effacée des plaines flamandes, un autre foyer de tension menace d'embraser le royaume et cette fois, ce ne sont plus de simples artisans révoltés,
mais un roi couronné, stratège et patient comme un fauve. La Guyenne, vaste territoire du sud-ouest de la France, est l'un des derniers vestiges de l'ancien empire continental des rois d'Angleterre. Un coin de France qui parle anglais. Une épine dans le flanc du royaume. Officiellement, Édouard III en est le duc, mais il doit hommage au roi de France. Une obligation féodale insupportable à ses yeux. Philippe, en roi centralisateur, veut récupérer ses terres pour la couronne. Il exige d'Édouard qu'il vienne à Paris rendre l'hommage dû. Mais le roi anglais traîne des pieds, joue la montre, feint le respect tout en refusant de se soumettre. Les missives s'enchaînent, les ambassadeurs s'épuisent, et la tension monte. Puis, en 1337, le point de rupture est atteint. Philippe VI confisque officiellement la Guyenne, accusant Édouard de félonie. Un acte brutal, retentissant. Un roi dépossède un autre roi. Une gifle diplomatique que l'Angleterre ne peut pas laisser impunie. Le lendemain, le fracas des marteaux résonne dans les forges de Londres. Édouard ordonne la mobilisation. Mais ce n'est pas tout. Dans un coup de théâtre dont seule l'histoire a le secret, il dégaine son arme la plus redoutable. Il revendique le trône de France pour lui-même. Oui, vous avez bien lu. Le roi d'Angleterre veut devenir roi de France. Et il s'appuie sur son droit de sang, celui que Philippe lui a nié en 1328. La querelle féodale devient une guerre dynastique, une guerre de succession, une guerre de prestige. Une guerre totale. Ce n'est plus une querelle pour quelques hectares de vignes gasconnes. C'est une guerre pour la France. Et elle va durer 100 ans. 9 années s'écoulent. Les campagnes sont ponctuées d'escarmouches, de raids, de sièges. Mais en 1346, la guerre prend une toute autre dimension. Édouard III, fort du soutien de ses alliés flamands et allemands, se lance dans un plan audacieux, débarquer en France et frapper le royaume en plein cœur. L'été est chaud et lourd quand la flotte anglaise traverse la Manche. Des milliers d'hommes débarquent à Saint-Vaast-la-Hougue, en Normandie. Et comme un serpent de feu, l'armée d'Édouard ravage tout sur son passage. Les villages brûlent, les greniers sont pillés, les églises profanées. C'est une guerre de terreur, calculée, méthodique. À Paris, Philippe VI est secoué. Le roi ne peut plus rester spectateur. Il rassemble la plus puissante armée que la France ait connue depuis des générations. Des dizaines de milliers de chevaliers, nobles, mercenaires et miliciens se mettent en marche. Le choc est inévitable. Le 26 août 1346, les deux armées se font face près du petit village de Crécy-en-Ponthieu, dans le nord de la France. Le ciel est sombre, chargé de nuages. Une tension insoutenable flotte dans l'air. Philippe, sûr de sa supériorité numérique et de l'éclat de sa chevalerie, ordonne l'assaut. Mais ce qu'il ignore ou sous-estime, c'est la stratégie glaciale des Anglais et leur arme secrète, l'arc long-gallois. Alors que les chevaliers français foncent, cuirassés, criant leur gloire, les archers anglais décochent leurs flèches comme une pluie de mort. Rapide, précise, dévastatrice. Les chevaux paniquent, les hommes s'écroulent, l'élan est brisé. La noblesse française, orgueilleuse et mal coordonnée, est massacrée en vagues successives. La bataille tourne au cauchemar. On dit que l'arbalétrie génoise, pourtant réputée, s'est effondrée dès les premiers tirs. Et que Philippe lui-même, désarçonné, a dû fuir le champ de bataille pour ne pas mourir. À la fin du jour, la fleur de la chevalerie française gît dans la boue. Comtes, barons, bannerets, tous fauchés par une armée plus disciplinée, plus moderne. Le vieux monde féodal vient de tomber à Crécy. La France, humiliée, est secouée dans ses fondations. Philippe est vivant, mais plus fragile que jamais. Il n'est plus vu comme le héros de Cassel, mais comme le roi vaincu de Crécy. Et ce n'est que le début. Car derrière les collines, l'ombre de la peste noire approche. Et la défaite de Crécy a laissé des cicatrices profondes. Les champs de bataille sont encore rouges du sang de la chevalerie française que déjà un nouveau fléau s'annonce, invisible, silencieux, implacable. Il vient de loin, transporté par les navires marchands, dans la cale d'un bateau génois accostant à Marseille en 1347. Ce n'est pas une armée, ni une conspiration. C'est un fléau. Un souffle noir. La mort incarnée. La peste noire. Au début, on ne comprend pas. Des fièvres foudroyantes, des bubons noirs, des corps qui pourrissent vivants. Puis, les morts s'accumulent si vite qu'on ne les enterre plus. On les empile. Dans les rues. Dans les fosses communes. Dans les églises elles-mêmes. Les villes suffoquent. Paris étouffe. Rouen s'effondre. Bordeaux se vide. Les portes se ferment. Les familles abandonnent leurs malades. Les prêtres cessent de bénir les corps. Le royaume n'est plus un royaume, mais un cimetière. Philippe VI, impuissant, regarde son peuple mourir.
Son autorité s'effrite autant que la foi du peuple. Car on cherche des responsables. Les mendiants, les juifs, les pèlerins, les nobles, le roi lui-même. On brûle, on exécute, on accuse, on prie, on gémit. Mais rien n'arrête la peste. Entre 1347 et 1349, on estime qu'un tiers de la population française disparaît. Les campagnes sont vides. Les champs ne sont plus labourés. Les seigneurs, sans vassaux, doivent reprendre les outils eux-mêmes. La société s'effondre. Et pendant ce temps, l'ennemi anglais, lui, n'est pas mort. Édouard III, profitant de la désorganisation, pousse ses pions. Ses troupes continuent leur chevauchée. Chaque village déserté est une forteresse prise sans combat. La peste ne tue pas les ambitions, bien au contraire. Elle affaiblit les murailles, les esprits, les alliances. Philippe VI comprend alors que ce combat est trop vaste pour lui seul. Il lutte sur deux fronts, contre un ennemi qu'il peut voir, et un autre qu'il ne comprend pas. Le roi chancelle. Le royaume tombe à genoux. Et l'histoire avance, froide, implacable. Nous sommes en 1350. 12 années se sont écoulées depuis le sacre de Philippe à Reims. 12 années de tourments, de batailles perdues, de terres ravagées, de peste, de révoltes. Et le roi, usé, affaibli, vieillit bien plus qu'il ne le devrait, sans que sa fin approche. Autrefois salué comme le sauveur de la France après la crise de succession, Philippe VI est désormais un roi fatigué, contesté, que l'on accuse d'avoir laissé sombrer le royaume. Ses contemporains murmurent qu'il a été dépassé, qu'il a manqué d'audace, qu'il a échoué là où l'histoire l'attendait. Et pourtant, quel poids avait-il sur les épaules? Un trône disputé, une guerre impossible, une peste biblique. À l'été 1350, dans son palais de Nogent-le-Roi, Philippe s'alite. Son souffle devient court. Il parle peu. Son regard est fixe, peut-être tourné vers les fantômes de Crécy, ou ceux, plus récents, des morts sans sépulture que la peste a laissés sur sa route. Le 22 août 1350, Philippe VI de Valois rend son dernier souffle. Il meurt sans triomphe, sans faste, sans grand éloge. Son fils, Jean II, surnommé plus tard le Bon, lui succède. Mais ce nouveau roi hérite d'un royaume désuni, affamé, pillé et endeuillé. Et surtout, d'une guerre qui est loin d'être finie. Car ce que Philippe a involontairement déclenché, ce conflit de 100 ans, cette lutte entre deux couronnes, deux visions de la royauté, va désormais se transmettre de génération en génération. Épilogue, le roi de l'entre-deux. Philippe s'y n'a pas été un grand conquérant. Il n'a pas bâti de cathédrale. Il n'a pas pacifié le royaume. Mais il fut le roi d'un passage, d'un entre-deux. Le premier des Valois. Le dernier avant la tempête totale. Celui qui, en choisissant d'écarter Édouard III, fit basculer l'histoire dans un siècle de feu, de sang et de cendres.